Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 40 et nous sommes le 8 mai 2020. Salut Francky. Salut Michel. Hey, des stars du solidaire. C'est Star Solidaire, une initiative qui a pour but de lever des fonds pour l'association Protège ton soignant qui soutient les personnels de la santé. Alors, il s'agit d'une grande tombola où les lots sont par exemple le piano de Breakbot, le Borsalino de Belmondo ou un dessin de Wolinski. C'est pas mal ça. Ouais, pas mal. Pas mal comme mot. Non, moi j'aime bien. Ouais. Alors là tu me dis ouais c'est pas mal. Mais d'autres lots sont un peu moins sympas. Par exemple, tu peux gagner un burger avec Vianney. Tu vas manger un burger avec Vianney. Oh merde. Il te chante une chanson ou t'es pas obligé? Tu peux dire mec on en reste là, enfin on discute un petit peu mais est-ce que moi, vraiment il est obligé de te chanter une chanson? Moi je prends le burger et je me casse. Ouais, c'est ça. Non, moi, je pense que je lui demanderais qu'il me chante une chanson, mais en mangeant son burger. Comme ça, tu vois. Peut-être que sa musique elle serait mieux et tout. On va découvrir que c'est vachement bien ce qu'il fait. S'il chante avec un burger dans la face, je sais pas. Bah, le burger remix, remaster. Yes. Alors, Harry Habitant, lui, propose un album de photos exclusive. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parlait en off tout à l'heure avec Jean-Claude Tannen. C'est un acteur qu'on adore. Hein. On est content qu'il soit là. On en parlait tout à l'heure, Harry Habitant, lui, il propose un album de photos exclusif de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oh, mon film préféré. Ouais, toi aussi, hein. Cathy Guetta, elle, offre une paire de Louboutin. Oh, pas mal. Sauf que, au préalable, elle les a dédicacés. Donc, je pense que ça fait pas... Tant qu'elle propose pas une paire de Lolo de Boutin, tout va bien. Axel Lafont offre un t-shirt du film MILF. Alors, je sais pas ce que c'est le film MILF. Je sais pas si t'en as entendu parler. Il me semble qu'à l'époque j'ai vu passer un truc vite fait, mais non. Puis Axel Lafont, bon bref, la meuf elle prend un sujet de société, c'est Axel Lafont. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas entendu parler d'elle, et la dernière fois qu'on a entendu parler d'elle, on était gênés. Donc pourquoi elle fait ça en fait? Ah ouais, c'était gêné comment? De toute façon, dès qu'elle essayait de faire une blague, moi j'étais gêné. Ah ok, ouais non mais c'est vrai, non pareil, elle m'a toujours gêné. Christina Cordula, elle offre ses boucles d'oreilles créoles, donc apparemment c'est des boucles d'oreilles qu'elle aurait toujours pendant ses émissions. Bon là par contre, là ça m'intéresse. Gims, lui, il offre sa paire de lunettes. Là, j'avoue, c'est cool. Est-ce que... Ouais, mais oui et non, parce que s'il la remplace par une autre, on sera toujours dans le même flou. À quoi ressemblent ses yeux? Ouais, moi je m'en fous. Une bonne paire de lunettes de Gims. Guillaume Canet, alors là, c'est intéressant parce qu'on sait pas de quel film, mais Guillaume Canet, lui, il offre une journée de tournage avec lui. Alors, si c'est Astérix, moi, je suis chaud. Parce que Guillaume Canet et l'autre, comment c'est, Gilles Lelouch en Obélix, moi, je veux voir ça, vraiment. Ouais, je sais pas si j'ai envie de le voir. Écoute, je crois qu'on en reparlera plus tard. Eric Zemmour lui offre une de ses dernières mèches de cheveux. Oh merde. Si bête. Quelle générosité. Le cœur sur la main, ce gars-là. Mais il offre. Bisous Eric, si tu nous écoutes. Que si les gens ils ont un nom qui est sur le calendrier, évidemment. Sibeth Ndiaye, elle offre un tuto posage de masque. Et ça, c'est cool aussi, je trouve. Sympa, le cœur sur le masque. Et sinon, on a aussi des cours de diction dispensés par l'excellente Mumu Plénico. Bon, ça, on prend. Hein. Ah, il faut y aller, ouais. Donc voilà, ça, c'était mes petites actualités. Sinon, comment ça va, mon petit Francky? Plutôt bien, le moral est bon. Je suis en week-end parce que c'est férié aujourd'hui, donc pas de stage ce vendredi 8 mai. Non, franchement, le moral est bon. Et puis, j'ai plaisir à voir ta petite gueule via la webcam. Ouais, et puis, on se cache pas que là, juste avant, on était avec l'excellent Jean-Claude Tannen, qui nous a donné beaucoup de news. Je peux vous dire que quand il va revenir, le petit, ça va faire mal. Ouais. C'est ça, j'ai préparé un jeu qu'on fasse avec lui, effectivement, très pop culture. Ça va être bien. J'ai des petites news aussi que j'ai mis de côté, voilà. Donc là, on est sur du confinement. Yep. À Cabourg, il y a quelques jours, tu sais que déjà, il y avait une news dans l'Hérault, une poupée gonflable qui a été interpellée par les gendarmes. Oui, c'était une news de la dernière émission, ouais, exact. Exactement. Et à Cabourg, donc là, on est plutôt dans le nord, il me semble, la police municipale a repéré ce qui semblait être un pêcheur qui ne respectait pas les règles du confinement. Et donc, ils se sont approchés du monsieur pour l'interpeller. Et puis, en fait, ils ont réalisé leur méprise. En guise de pêcheur se trouvait, en fait,
un épouvantail. Voilà, donc c'est pas ce qui s'est passé. L'épouvantail était accompagné d'une chaise, d'une canne à pêche et même de bouteilles de bière. L'article ne dit pas si les bouteilles de bière étaient pleines ou vides, ou moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais remplacé par de l'eau, éventuellement de l'eau pétillante pour vraiment. D'ailleurs tu me dis ça, tu sais quoi, je vais aller me chercher une bière maintenant. Ah bah vas-y Michel, moi pendant ce temps là je termine l'article. Ouais d'accord. Au-delà de la blague, certains y voient aussi un appel à la réouverture des plages qui est réclamé par de nombreuses personnes habitant sur le littoral. Donc je comprends que c'est un acte militant en fait qui a été fait, tu vois. Habituellement on fait un épouvantail pour éloigner les osios. Yes. Et ben là maintenant on le fait pour militer. Voilà, c'est comme ça. Alors après une autre news confinement. À la Grande Motte, un couple a bravé les interdits et la morale. Ce jeudi 7 mai, la femme et l'homme ont été surpris par des riverains en plein débat sexuel sur la plage, pourtant interdite en cette période de confinement. Oh là là. Bah oui les gars. Donc, vers 18h30, la police municipale de la Grande Motte a reçu un appel de riverains du bord de mer. Ceux-ci avaient repéré un couple en train de s'ébattre chaleureusement entre les dunes. Et ce, malgré l'interdiction d'aller sur la plage malgré l'interdiction d'aller sur la plage dans le cadre du confinement et des restrictions de fréquentation de certains espaces pour éviter la propagation du coronavirus. Et voilà, alors du coup, voilà, on nous raconte rapidement la police municipale et la gendarmerie sont intervenus conjointement, donc les deux, hein, police municipale plus gendarmerie. Il y a un couple qui baise en plein Covid évidemment. On mobilise toutes les forces disponibles. Arrivé trop tard pour prendre le couple en flagrant délit, même si celui-ci n'en était qu'à une mise en bouche préliminaire, il a été constaté un défaut d'attestation dérogatoire de déplacement. Et oui, parce que il n'y a tous les pas autres papiers, à la limite, il n'y a pas cette case là, ouais. il n'y a pas Ken. Voilà, il n'y a pas Ken. Il n'y a pas Ryu non plus d'ailleurs, je ferai remarquer. Il a été constaté un défaut d'attestation dérogatoire de déplacement, même pour une simple sortie de pratique sportive, à moins d'1 kilomètre de leur résidence. L'homme, pantalon baissé, n'a pas eu le temps de prendre les jambes à son cou. Voilà, donc il s'est pris dans les couilles de son portefeuille. Nous leur avons dressé une contravention de 135 € à chacun pour accès sur un lieu interdit par arrêté préfectoral. Nous n'avons pas retenu l'exhibitionnisme. Voilà, et ça j'aime bien. Nous n'avons pas retenu l'exhibitionnisme, nous avons été gentils. Tu vois, c'est-à-dire qu'en cette période de Covid, finalement, tu peux commettre des actes délictuels, mais qui ne seront pas verbalisés. Tu auras juste les 135, tu vois. Et je pense qu'ils s'en sont bien sortis parce que si tu te prends une amende pour exhibition sexuelle sur un lieu public, à mon avis, c'est plus que 135. Donc franchement, ils ont été très gentils les keufs. On leur fait des gros bisous. Gros bisous les keufs. Alors ensuite, on passe à une news européenne, hein, puisqu'on arrive en Belgique. À Boussu, le festival de la coupe Mulet a été reprogrammé en septembre. Oh putain. Et ouais, mais moi je suis chaud là, en plus au niveau des cheveux là je commence à être bon. Mais je sais, mais ouais, même j'ai un pote justement Framboisier, hein, il se reconnaîtra, qui s'était préparé pour ce concours, ça faisait des mois qu'il en parlait, et voilà, j'espère qu'il nous écoutera, il va avoir la news, parce que ça devait être le 9 mai. Tu parles pas du vrai Framboisier, tu parles pas du Framboisier des musclés, on est d'accord? Non, c'est à nos auditeurs, Ah ok, je savais pas. Bonjour Framboisier. Bah tiens, alors du coup, voilà, c'est reprogrammé au 26 septembre. Oh, Ensuite, alors là, c'est un peu plus dramatique par contre, là pour le coup, on quitte un peu la légèreté. Depuis quelques jours sur Twitter, le hashtag FreeZenon tente d'émouvoir la toile. Dans plusieurs messages, on découvre une vidéo montrant en direct un jeune garçon se faire bannir de Fortnite pendant plus de 1400 jours. En pleurs, il se fait réconforter par son père qui se tient à ses côtés. Pourtant, il n'a pas reçu cette sanction pour rien. Zenon, joueur brésilien doué de 9 ans, très populaire, 169 000 abonnés sur YouTube, a pris part à des tournois compétitifs rémunérés. Problème, les règles lui interdisent d'y participer, même avec l'accord d'un parent. Pour participer à un match de l'Open en ligne, un joueur doit avoir au minimum 13 ans. Bah oui. Les mineurs doivent obtenir la permission d'un parent ou tuteur légal pour participer à l'événement. Donc ça, c'est les règles officielles de Fortnite, tout ça. Tout à fait. Et bon, écoute, je te passe les détails de l'article, hein, mais il y a eu un gros mouvement de soutien. Il y a un hashtag FreeZenon. Moi, j'ai vu l'image, je pensais que c'était genre, il y a un enfant qui a le cancer. Est-ce que quelqu'un est du groupe sanguin hyper rare et tout ça? Je sais pas, faites quelque chose. Non, c'est juste un gamin qui s'est fait bannir de Fortnite. On passe à 7, donc dans le
le sud-ouest. Depuis le début du confinement, un habitant du quartier Château-Vert à Sète amuse et irrite les riverains en diffusant des musiques et discours politiques. Voilà. Je suis pas abonné à Midi Libre, donc j'ai pas la suite de l'article. Et je termine avec une autre news. T'imagines s'ils diffusent le discours politique de Le Pen en 95 ? C'est ça, on sait pas ce qu'il dit aussi. Il y a de quoi irriter les gens. Voilà, donc moi, j'aime bien la démarche, mais en même temps, tant que je connais pas le contenu, effectivement, je voudrais pas trop le promouvoir non plus. Mauvais journal ne te soutient pas, petit. Et non. Alors maintenant, je sais pas si c'est une news qui est tout à fait récente. Attends, je vais essayer de savoir quand même. Non, c'est de 2019. Eh ben écoute, il s'est passé un truc en 2019, je sais pas si t'es au courant, mais en fait, Fleur, une jolie chatte de race ragdoll, a été envoyée dans l'espace. Non. Si. Et alors là, j'avais une vidéo, je pensais que c'était une vidéo témoin qui avait été tournée peut-être par la NASA. Je sais pas si c'est la NASA qui a fait le travail, mais la nasale. Mais en fait, non, c'est une reconstitution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a essayé de reconstituer. Ça sera gardé au montage, je te le dis direct. Oui, je comprends. Et donc en fait, cette vidéo, c'est pas une vidéo originale, c'est une reconstitution. Et c'est en fait quelqu'un qui a mis son chat dans un tambour de machine à laver pour essayer de faire des images sur l'événement qui s'est passé en fait. Voilà. Écoute, j'ai pas envie de cliquer pour savoir comment s'en sort le chat. Je pense que on fera un bilan dans la prochaine émission. Mais à mon avis, ça va. S'ils ont relayé les articles. Oh putain, merde. Relayé l'article. Oh putain, merde. Non, parce qu'en fait, j'avais plusieurs articles de côté. En même temps, celui-ci, c'est en 2017, donc là, je suis assez perdu au niveau de la chronologie. Yes. Parce que le titre de l'article, en fait, c'est sur le Ouest France, sur l'édition du soir, hein, donc ça rigole pas. Et le titre de l'article, je te le donne, Émile, un mémorial pour le premier chat dans l'espace. Ah. Ouais, mais c'est pas la même en fait, c'est pas Fleur, c'est Félicette. Ouais, Félicette n'a rien à voir. Donc c'est pas. T'as une citation en fait de Géraldine Moser, qui travaille à l'Université internationale de l'espace à Strasbourg, et qui a précisé: non, ce n'est pas un canular. Nous attendions la statue de Félicette pour un mois de septembre. Nous aurions voulu faire coïncider son inauguration avec la cérémonie de remise des diplômes des étudiants. J'en ai marre. Non mais en gros, il a été question en fait d'une statue en hommage de ce chat qui a été envoyé dans l'espace. Voilà. Sinon, moi aujourd'hui j'ai regardé, alors je sais pas, justement je t'en ai pas parlé exprès parce que je sais pas si tu l'as vu. C'est un documentaire qui s'appelle Jodorowsky's Dune. C'est sur le Dune, le projet de Dune, c'est ça ? Voilà, Jodorowsky's Dune. Oui. Ouais, tu l'as vu J'ai pas vu. Non, ça m'intéresse. En fait, ce qui m'a un peu freiné pour le voir, c'est que j'ai fait la démarche il y a, je sais pas, 10-15 ans de regarder Dune de David Lynch, et c'est un film qui m'a été très ennuyeux pour moi, une mauvaise expérience. Il y a un passage qui m'a vraiment plu, hein. C'était très bizarre parce que il y avait Sting dedans, alors que moi j'aime pas Sting, mais il y a un plan avec Sting en slip qui fait un regard de ouf, et ce plan, voilà, il sauve le film. Bah justement, non, moi je t'invite à le voir parce que, alors moi j'ai pas vu le Dune de Michel Lynch, mais justement dans ce documentaire c'est hyper frustrant parce que donc il décrit la tentative du réalisateur d'adapter le roman au milieu des années 70, et en fait le truc était il l'a travaillé de ouf. Le mec c'était vraiment le film de sa vie en fait. Alors dedans il devait y avoir Salvatore Dali, par extension Amanda Lear, oh là là, ouais, Mick Jagger, Give a better hand to me. Oh putain, ouais, oh là là, et donc en le méchant Orson Welles. Oh ouais, salut, c'est Orson Welles, je suis le méchant. Et en fait le documentaire il est vraiment génial parce que tu sens que le mec en fait à la base je crois qu'au début il avait pas lu il avait fait les films que t'as cités juste avant, La Montagne Sacrée et tout ça, et justement il explique qu'il avait pas lu le bouquin et que du coup il a accepté direct de le faire, et après il l'a lu et tout, et le mec en fait il a foutu une ambition de dingue dedans, sauf que voilà, il y avait pas que les mots. Le mec il a vraiment été chercher les gens, et en plus il a été chercher des mecs comme Mobius pour les visuels. Quand je dis Mobius, c'était vraiment pour faire le storyboard en fait. Donc il a vraiment les designs et puis un peu s'inspirer de ses designs du coup, parce que si tu fais un storyboard à Mobius, il te fait les décors, l'architecture des décors et tout ça, donc il te lâche le travail de ouf quoi. Ouais, puis en plus c'est pareil, comme il disait, le mec il travaillait super vite, donc c'était super intéressant. Quand Jodorowsky il a fait son truc, il a fait tout un bouquin avec des photos, donc des costumes, des choses, en fait tout était prêt en fait. Tout était vraiment prêt. Une bible. Ah ouais, c'était vraiment une bible qu'ils ont envoyé donc à tous les mecs, à tous les producteurs et tout, donc à Hollywood et tout. Mais c'était beaucoup trop ambitieux quoi. Pareil, le mec qui devait faire les costumes des méchants et tout ça, et d'autres visuels en fait, c'était celui qui a fait Alien en fait. Ah, Giger. Ouais.
Ok. Tout était réuni pour faire un film parfait, sauf que quand ils ont distribué cette espèce de pavé que j'aimerais bien voir un jour, en vrai, t'as le personnage donc de Jodorowsky qui les a fait un peu flipper parce que le côté un peu fou et puis les films qu'il avait fait avant qui étaient complètement dingues. Et les mecs ils se sont dit ouais mais non, c'est génial, c'est parfait, il y a tout, mais on va pas pouvoir le faire, c'est trop, c'est too much quoi. Et du coup le film c'est pas fait. Et quand tu regardes le documentaire, tu fais putain mais c'est pas possible. Enfin, il faut vraiment que ce film se fasse. Après maintenant s'il le faisait, à mon avis, ce serait avec d'autres techniques et du coup ce serait foireux. Mais donc à la fin du truc, tu vois justement les parallèles, les influences que ce film a eu alors qu'il a jamais été tourné sur des films comme Blade Runner, comme Alien et tout. Par contre, le projet il date de quand? Parce que c'est milieu des années 70 et donc du coup c'était avant Star Wars et en fait. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord. Ah je sais pas que c'était aussi vieux. Donc c'est avant Star Wars. Okay. Et le comme dit donc c'était comment il s'appelle, Seydoux en fait, avec qui il travaillait pour faire le film en fait, pour demander les financements et tout ça. Et justement il disait que le bouquin, donc le gros pavé qu'il avait envoyé à toutes les, j'allais dire les maisons d'édition, mais à tous les producteurs, c'est ça qu'on dit. En fait il a dû tourner parce que quand tu regardes par exemple Terminator, tu vois t'as les visions du robot, tu sais, avec le truc où il analyse les personnages avec des données qui s'affichent sur les écrans. Ça vient de là. Oui, la vision subjective. Ah ouais. Donc ça vient de là. Et pareil. C'est marrant en parce fait, que j'ai vu. Je suivais une chronique sur Terminator justement par le fameux Dirty Tommy, un youtubeur cinéma qui a ses qualités mais qui a aussi ses défauts parce que je trouve qu'il prépare bien, pas super bien ses dossiers. Un peu comme moi ce soir. Effectivement, je sais pas, parce que effectivement il parlait en gros de cette vision subjective dans Terminator de Cameron de 84 comme d'une innovation qui aurait inspiré d'autres trucs, tu vois. Tu vois. James Cameron s'est bien gardé peut-être de dire qu'il avait consulté les dossiers de pré-prod de Dune, quoi. C'est fort possible parce que t'as vraiment ça. Après pareil, là je saurais pas te citer parce qu'en fait à la fin du documentaire ce qui est intéressant c'est que en gros il montre, parce que t'as tous les storyboards, si tu veux le film est storyboardé de A à Z par Mobius en plus, donc c'est cool. Et justement en fait à la fin du truc ils font tous les comparatifs de ce qu'il devait y avoir dans le film et ils mettent les vraies scènes de film que ça a influencé. Donc du coup tu retrouves plein de choses comme par exemple t'as le Flash Gordon de je sais plus quelle année, je sais plus si c'est 75, 80, je sais plus. Ouais, qui était aussi avant Star Wars, effectivement aussi. Et du coup, tu vois vraiment des scènes limite des costumes qui viennent de là. Tu regardes Star Wars, par exemple les combats à l'épée. Alors je sais pas si dans le Dunes de Jodorowsky c'était des lasers, mais les combats à l'épée. Il y a un autre film où justement il montre, parce qu'en fait il voulait, c'est ça que je voulais dire, c'est que Jodorowsky en fait à la base il voulait commencer. En fait, il avait vu le film de Orson Welles, celui où il y a le plan séquence. La sorte du mal. Voilà. Et du coup, en fait, il s'est dit, ouais. Parce que le mec est complètement dingue, il fait moi je vais faire un plan séquence encore plus dingue. Et en fait son plan séquence c'était de traverser tout l'univers. Et en fait du coup via le storyboard tu vois le plan séquence en fait. Et donc au début tu vois ça, donc tu traverses un champ de météorites, tu traverses une guerre et t'arrives au final t'arrives vraiment sur l'action du film. Et tu vois donc alors je sais plus quel film qui l'a repris mais qui a vraiment repris les plans. Après t'as des anecdotes super cool, genre par exemple sur Orson Welles, à un moment il dit que donc du coup il voit le méchant dans Dune, dans le bouquin, il fait putain c'est un gros barbu et tout, putain qui je pourrais avoir. Et là le mec si tu veux il se dit ouais c'est de l'art, c'est un film, moi je voilà, il y a pas de concession. Il fait putain Orson Welles, bah oui je vais prendre Orson Welles, c'est génial. Et donc le mec il sait que Orson Welles c'est à Paris et il fait Orson Welles il aime bien bouffer, il aime bien picoler, ce qui lui a posé pas mal de problèmes. Et il fait genre bon bah écoute ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un mec. Et en fait en gros il a commencé à écrémer tous les restos gastronomiques de Paris pour trouver Orson Welles et demander à l'agent d'Orson Welles il m'en joue Orson Welles. Et bref du coup c'est un peu comme Depardieu maintenant, genre excuse-moi ouais, c'est ça. parce que moi je voudrais pouvoir engager Depardieu pour un film, tu vois, mais au moins Depardieu on sait qu'il a un resto à Paris, donc si tu tapes 2-3 semaines, un mois, t'as des chances de tomber sur lui. Bon, en ce moment, je sais pas, mais. Ouais, il est peut-être en Russie aussi ou en Belgique. Ouais, on sait pas. Je crois qu'il s'est confiné dans un château, je sais plus dans quel département, et qu'il a poussé un coup de gueule à la con, et que j'avais quand même envie de lui foutre une petite claque dans sa gueule en train de dire ferme ta gueule, Gérard. En plus, qui t'a soutenu ces dernières années. Ok, alors, continuons. Au final, il arrive à trouver le resto où Orson Welles y mange. Donc, il s'incruste discrètement et il fait envoyer. Donc, il demande au restaurateur c'est quoi votre meilleure bouteille de vin? Et là, le mec, il lui dit
c'est ça, meilleure bouteille de vin, vin de bienvenue, carré de vigne, c'est ça. Donc le mec il fait, eh ben vous pouvez envoyer cette bouteille à monsieur Wells. Donc du coup il l'envoie et tout ça, et puis à un moment Wells il le voit et tout, il fait bon bah ils vont parler ensemble quoi. Et là direct notre ami Alejandro, il lui fait ça vous dirait de jouer dans mon film et tout ça et tout, il lui explique un peu et tout, il fait bon non, donc il fait merde. Et donc du coup t'as Jodo qui lui dit ce que je peux faire c'est que vous aimez bien ce restaurant, et ben vous voyez le plat que vous avez devant vous, si vous tournez dans mon film, j'embauche le restaurateur et vous bouffez tous les jours ça, ce que vous avez dans votre assiette. C'est royal, génial. Je signe avec mes doigts de pied, je sais pas. Et pour clôturer un petit peu ça, t'as à un moment en fait, donc son projet tombe à l'eau parce que personne veut de son projet alors qu'il a tout donné pour ce projet. Et il y a un moment en fait, ils revendent les droits, donc Hollywood revend les droits à David Lynch pour faire son Dune. Et là du coup, Jodorowsky il fait moi je veux absolument pas voir ce film, il y a pas moyen. Et t'as son fils qui fait ouais c'est bon, on s'en fout, on est des guerriers, on va voir le film, ok. L'autre il fait ouais et du coup il raconte, il dit ouais ils m'ont emmené comme si j'étais un vieillard, genre je voulais pas voir et tout ça quoi. Et donc il arrive au début du film, au début il ferme les yeux et puis après il commence à regarder et il commence à devenir super content et il fait oh, et là il fait c'est génial, c'est complètement raté, c'est nul. Alors il dit quand même je suis un grand fan de David Lynch, c'est un génie, j'adore ce qu'il fait, mais je suis content, il a loupé totalement et tout, et au moins il a pas réussi. Et du coup il était quand même content quoi que la tentative de Lynch pour adapter Dune rate complètement. C'est une happy end finalement. Ouais, mais du coup moi ce que je me demandais c'est après ce serait tendu quoi, mais pourquoi quelqu'un a pas voulu faire ce putain de film quoi. Il y a tout est fait, t'as tout le c'est des questions d'ambition en fait, c'est que les mecs ont peur de se mouiller en investissant trop sur un projet où ils se rendent compte que le gars est un auteur qui va faire un truc super top, mais ils sont pas sûrs qu'ils vont rentabiliser les places quoi, tout simplement. Ouais, et après le problème c'est que entre temps il y a eu Star Wars, il y a eu Blade Runner, il y a eu tout en fait. Il y a pas d'exemple à mettre derrière, genre tu vois ça a marché, nous ce qu'on fait c'est un peu ça mélangé avec tel truc et tout machin. Tout était à construire, donc effectivement c'est celui qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est George Lucas quoi. Mais j'ai envie de te dire aussi, si ce documentaire t'a plu, ce genre de truc sur un projet ambitieux qui finalement n'est pas arrivé au bout, et ben il y a L'Enfer d'Henry George Clouzot. Ah ok, faudra que je regarde. Et il y en a d'autres. Tu chercheras, franchement ça va te plaire. Ouais, il y en a d'autres. Il y a aussi La Mancha, il y a fucking Kassovitz. Mais oui, celui-là est sympa à voir, même que des fois parce que des fois Kassovitz il me fait marrer parce que t'as envie de lui dire ouais mais finalement t'avais un peu les cartes en main pour savoir que ça allait se passer comme ça, donc arrête de faire ta mijaurée et ta drama queen et assume que t'as signé avec le diable. T'avais déjà fait un film de merde avec le diable, enfin Hollywood quoi, à savoir je sais plus le film avec comment il s'appelle la Catwoman. C'était quoi, c'était pas Gothica, non? Oui, c'est ça, voilà. Le mec, il te raconte que il y avait, je sais pas, entre une bonne dizaine de couleurs de pages différentes dans le scénario, selon les versions des scénaristes qui les avaient repris, et que c'est une histoire super alambiquée de meuf qui fait une enquête sur un truc, mais qui en fait finalement à la fin c'est dans sa tête, quoi. Et en fait c'est complètement incohérent. Bon, le gars il s'en sort bien au niveau mise en scène, on va dire, quoi, mais après il re-signe pour un projet encore super ambitieux avec Hollywood, et après il fait genre bosser avec Hollywood, franchement. C'est pas terrible, bah c'est bon, arrête de chialer quoi, démerde-toi. Effectivement, son film il est très bancal, hein. Enfin les deux. Hein. L'Enfer de Clouzot, c'est autre chose, c'est un projet en plus pour lequel ils ont vraiment commencé à tourner. Et en gros, Henry George Clouzot, c'était un réalisateur comme assez reconnu français, et il a voulu adapter L'Enfer, c'est une histoire de mari super jaloux et tout, sauf qu'il avait une grosse ambition là-dessus, c'est de faire des séquences, j'allais dire oniriques, mais ouais, plus ou moins ça, en gros, il voulait traduire l'état mental du personnage. Et du coup, il a fait plein de trucs expérimentaux super intéressants, des trucs sur la lumière, avec une lumière qui est, une lumière sur le personnage, mais la source de lumière tourne, donc du coup, t'as l'ombre du personnage qui tourne et machin, c'est très chelou. Et ce qui a plombé le film, c'est qu'il a obtenu les pleins budgets. C'est-à-dire qu'il a eu un cofinancement américain, et je crois que c'était Universal, il me semble, hein, si je me trompe pas, ou Paramount ou un truc comme ça, qui lui a dit bah écoute, on te finance toute ta préparation de ton film, y a pas de limite au budget, et quand t'es prêt, on tourne.
Bon, ils ont commencé à tourner, sauf qu'il y a eu plein de trucs et qu'il y a aussi un côté obsessionnel maladif du mec qui n'arrive pas à un moment à se dire bah c'est bon, on peut y aller quoi. Non, vraiment c'est fascinant ce film, ça va te plaire. Ah mais c'est génial, enfin ces histoires de crash, bah ouais, Lost in La Mancha c'était... Il y a ça aussi, alors le pire, excuse-moi, c'est que quand j'ai vu le film que finalement Terry Gilliam a fait parce qu'il l'a sorti, ouais, moi je l'ai pas vu sur l'adaptation de Don Quichotte, bah, en fait je l'ai vu, sauf qu'en fait quand tu le vois, alors quand t'as vu en plus le Lost in La Mancha une ou deux fois, tu te rappelles de scènes que t'as vu, que t'as envie de voir, ouais. Et en fait tu te rends compte que qu'il a fait un autre film que ce qu'il avait écrit à l'époque, et bah moi quand j'ai vu ça, je sais pas, j'ai eu l'impression de tenir la main à un vieux fou qui radote quoi. Ouais bah ouais, en plus c'était genre en lui disant ouais, mais quand je dis ça, ouais, c'était par rapport au réalisateur quoi, c'est genre ah ouais, c'est bien, je suis content que t'aies réussi à faire ton film. Par contre, quoi, qu'est-ce que j'en pense? Je suis fatigué. Ah, mais c'est fou, mais c'est fou, parce que ouais, en fait c'est ça, c'est que le mec au final il a fait, enfin c'est même pas qu'il a fait des concessions, c'est que il a pourri lui-même son film au fil des ans en fait, en le réécrivant en fait, c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais, pour moi c'est ça. En fait c'est ça, au final c'est un mec qui est dans la publicité et tout ça, et enfin... Oui. Donc ouais, que c'est un tournage de pub en Espagne, donc c'est un réal américain de pub. Tu comprends que c'est un mec qui a des ambitions quand même de faire des films d'auteur, machin, plus ou moins, mais que là, il a un contrat à honorer. Ouais. Et puis à un moment donné, je sais plus trop pourquoi, mais il fait un petit caprice. D'ailleurs, déjà là, t'as pas forcément envie d'adhérer à ce personnage, mais bon, tu te dis ouais, pourquoi pas, tu vois, on va voir. Et puis du coup, il décide de prendre sa moto, tu vois, il est en Espagne, hein, américain en Espagne. Il prend sa moto et puis il s'arrête dans un petit village, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait, il va boire un coup, acheter un paquet de clopes, je sais plus. Et puis en fait, mais il se rend compte, mais en fait c'est le village dans lequel je suis allé il y a 15 ans quand j'étais un étudiant en cinéma, que j'ai tourné un court-métrage avec mes potes étudiants en cinéma et qu'on a rencontré un vieux monsieur un peu fou barbu qui nous faisait penser à Don Quichotte. Et en fait, du coup, ce film-là te raconte enfin, le rapport avec Don Quichotte, c'est qu'en fait, ce réalisateur de pub a tourné un court-métrage avec, sur Don Quichotte quand il était étudiant en cinéma, et que quand il tourne une pub en Espagne, il prend sa moto un jour sur un caprice et qu'il va dans le bled où il a tourné son film, il rencontre l'acteur vieillissant qu'il a engagé à l'époque, enfin engagé entre guillemets, tu vois. Et que du coup voilà, et qu'en fait en parlant avec lui, il se rend compte que le gars en fait il a jamais décroché de son rôle et qu'en gros il est resté Don Quichotte. D'accord. Donc du coup t'as un parallèle entre Don Quichotte qui lui-même aussi se fait des délires sur sa vie, ça sert à quoi, tu vois. Et en fait, t'as une espèce de truc dans le truc où en fait t'as ce gars qui a incarné Don Quichotte à un moment donné de sa vie, mais dans un contexte assez modeste, et qui en fait depuis il est resté là-dedans. D'accord. Donc, ouais. Donc ce film-là, c'est ça. Et quand tu vois Lost in La Mancha, a priori c'est pas ça que ça racontait en fait. Et c'est ça que je me dis qu'en 15 ans, Terry Gilliam il a dû rajouter des trucs de sa vie, machin tout ça. Donc en fait il a repris ce qui lui plaisait dans le personnage de Don Quichotte, le côté un peu foufou et tout. Et en fait il te met face à un personnage complètement pas autiste, parce que j'emploie ce mot des fois pas forcément à bon escient, mais en gros le gars que peut-être tu lui demandes il est quelle heure, et ben il te répond pas l'heure qu'il est, il te répond l'heure qu'il est dans sa tête. D'accord, ok. Voilà, pour moi ça résume complètement le personnage, c'est ça. Donc t'as que des interactions frustrantes avec lui. Et pour toi, que je trouvais ça déprimant. Et pour toi, parce que du coup Terry Gilliam est malheureusement vieillissant, tu crois qu'il refera d'autres films ou que c'est son dernier? Ah, bah ça je sais pas, ça pourrait être son dernier, parce que vu comment il a traîné tout ça, bah ça pourrait être un peu le champ du film, mais moi je serais content qu'il sorte un autre film, peut-être plus modeste, une petite prod, limite un truc tourné chez lui en confinement, tu vois, parce que genre, oh putain, je me suis rendu compte que je vais crever dans 5 jours, parce que c'est comme un gars qui a aussi gardé cet humour des Monty Python, tout ça, il pourrait nous faire un truc, peut-être son dernier chef-d'œuvre, ça pourrait être un film tourné chez lui en confinement, tu vois, plutôt que d'un truc trop ambitieux où lui-même va se perdre. Ouais. Moi je pense qu'il s'est perdu là-dedans. De toute façon il a toujours des rapports tendus avec Hollywood, donc bah c'est vrai, quand tu vois ces films, ouais, effectivement tu te dis que ça a dû il a dû batailler sur certains trucs, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Quand tu moi quand des trucs comme Brésil, ouais, je veux dire c'est pas le blog, c'est pas Suicide Squad. Exactement. Enfin voilà, bon bah écoute, je crois qu'on a tout dit, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Ouais, et bah écoute, on va souhaiter un bon confinement à nos auditeurs. Bon confinement. Bon confinement les enfants, les petits mauvais, on pense à vous tous les soirs. Bisous. Bisous. Merde.